Bienvenue dans le dernier numéro de Nova, votre magazine de l'innovation en Nouvelle-Calédonie. Au sommaire cette semaine, du nouveau dans la sylviculture, ça se passe à Netchaot. Une solution pour lutter contre la pénurie d'eau et du rhum calédonien haut de gamme à consommer avec modération. Le point de vue de la semaine sera celui de Samuel Népehoun, président-directeur général d'Air Calédonie. Les Bois du Nord, c'est une société qui est le résultat d'une volonté politique de la province Nord de développer la sylviculture du plateau de Tango et la sylviculture du pin des Caraïbes. Dans les années 1970, il y a eu des plantations de pin des Caraïbes sur le plateau de Tango, là où il y avait de la savane à Niaouli. Il y a eu près de 2500 hectares de plantés. La scierie a été créée en 1998. Il y avait un potentiel intéressant au niveau de la ressource qui n'était pas exploité, ou très peu à l'époque, et voilà, c'était beaucoup de travail en éclaircie à faire et pour pouvoir justement arriver sur des coupes rases intéressantes. Donc il fallait bien démarrer à un moment donné. Donc on a démarré en 98 sur des coupes d'éclaircie. Aujourd'hui, il y a un paradoxe, c'est que le pin des Caraïbes n'est pas suffisamment coupé et est devenu invasif. Invasif dans le sens où il gagne sur la savane à Niaouli. Il n'empiète pas du tout sur les forêts primaires, heureusement d'ailleurs. Et c'est un problème pour les tribus, c'est aussi un problème pour la province Nord, parce qu'en quelque sorte, on peut considérer ça comme un échec de la sylviculture, dans le sens où la sylviculture permet au contraire de maîtriser parfaitement les parcelles. Le but étant de créer une filière bois avec une sylviculture maîtrisée. On va donc avoir une chaîne qui va démarrer de la graine, parce que la province Nord, avec les services forestiers, s'engage à faire les replantations de ce qui est coupé. Le but étant de retrouver notre matière première dans 30 ans. Là où on aura coupé, on recoupera dans 30 ans. Et là, ce qui fait qu'on est totalement dans le développement durable. Alors, après, on va donc avoir du bois qui va partir. On aura de la vente en direct à des particuliers, de la vente en direct à des charpentiers, et il y a une partie du bois qui va être utilisée pour fabriquer des kits de charpente et des kits en ossature bois. Ces kits en charpente et en ossature bois sont vendus soit à des particuliers, mais il faut quand même être bon bricoleur pour faire un montage de charpente ou un montage de ossature, soit à des charpentiers. Alors là, ça c'est intéressant parce que ça va vraiment nous permettre de lier un petit peu nos différents métiers et puis je pense d'être beaucoup plus performants. Parce que déjà on a aussi des partenaires financiers qui vont rentrer dans l'entreprise, donc des moyens financiers beaucoup plus intéressants en se regroupant. On rentre sur n'importe quelle pièce qui est située sur la charpente et on a tous les éléments qui sont dessinés. Alors quelle est la particularité de cette fabrication? C'est que à partir d'un plan d'architecte, on réalise des plans d'exécution. Mais les plans d'exécution, on les réalise dans un bureau d'études, et dans ce bureau d'études, on travaille avec un logiciel qui permet d'obtenir des vues 3D, et ces vues 3D sont utilisées par nos clients qui viennent ici et qui se baladent à la limite dans leur future maison ou ou qui regardent leur charpente par en dessous, par en dessus, et qui amènent des modifications.
Évidemment, les architectes sont friands de ce genre de passage. Pourquoi ? Parce qu'ils améliorent et puis ils concrétisent leur conception. Alors, une fois que le bureau d'études a conçu la charpente ou a conçu les ossatures, on est encore dans un domaine qui reste assez classique. La conception dans les bureaux d'études et puis un logiciel 3D. Sauf que ce logiciel est compatible avec le logiciel de machines numériques qui sont dans l'atelier. Et là, c'est là que c'est extraordinaire parce qu'après, il n'y a plus d'intervention de la main de l'homme, si ce n'est d'approvisionner les machines et ensuite de préparer les commandes. Les tribus sont partie prenante, donc ça c'est géré par Nord Avenir qui va rentrer dans le capital et qui a pour mission donc de faire rentrer les tribus de façon à ce que tout le monde soit vraiment impliqué dans le projet. Les forêts appartiennent à la province Nord, mais on est sur les zones coutumières de Bepop, principalement de Bepop et Nechaut. Il est évident que créer de l'activité au niveau de la scierie de Nechaut, créer de l'activité sans faire une préférence à l'emploi localisé, parce que là on va vraiment parler non plus de l'emploi local mais de l'emploi localisé, ce serait une ineptie. Donc la volonté de former des gens de Bepop et de Nechaut, elle est affichée. Moi je trouve que c'est vraiment des métiers qui sont adaptés au mode de vie mélanésien. Quand on voit nos gars en forêt, ils sont dans leur élément, quoi. C'est la nature, ils partent le matin et ils restent dans la forêt toute la journée. Même en Syrie, c'est quand même des métiers... En plus, nous on est situé au pied des tribus. Donc on est situé au pied des tribus et donc la manœuvre, naturellement, on la prend à proximité. Et on sent que les ouvriers sont très très fiers et ils adhèrent complètement à la création de Bois du Nord. Parce que Bois du Nord, quand même, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On part de la bille et on finit sur le chantier, quoi, pratiquement. Tout le monde était convaincu que l'activité, la sylviculture du plateau de Tangro, ça valait pas le coup. Ça valait pas le coup. Il y avait des tas d'a priori. Alors, c'est étonnant comme les Calédoniens aiment bien dénigrer leurs produits. Le pain des Caraïbes n'est pas plus cher que les bois importés. Et le pain des Caraïbes, sans rentrer dans les détails, a un classement. Le classement le plus bas est C20 et le classement le meilleur est C24. Sachant que pour faire de la charpente, il faut être au minimum C18. Donc il n'y a aucun problème au niveau de des qualités mécaniques du pain des Caraïbes. Le côté innovant aussi, c'est de faire monter les machines qui sont dans le sud, les faire monter dans le nord. Donc on amène une véritable expertise dans le nord. Mais tout ça à terme, c'est pour développer de l'emploi dans le nord. On devrait tourner, à terme, on devrait tourner à 54 personnes, alors qu'actuellement on est une trentaine. Le côté innovant, c'est d'oser faire la chose. Si j'étais pas optimiste, j'irais pas. Nous allons parler ici d'une solution innovante pour venir à l'aide des populations n'ayant pas accès à l'eau potable. Ce n'est pas une innovation calédonienne, mais son application au pays pourrait résoudre bien des problèmes. L'eau qu'on utilise, nous, tous les jours, elle vient d'où ? Elle vient évidemment de l'humidité atmosphérique. Donc, il faut revenir aux sources, quelque part. Mais c'est pas si récent que ça. C'est une technologie qui a déjà une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années. C'est un générateur atmosphérique d'eau. C'est-à-dire c'est une machine qui génère de l'eau.
et notamment de l'eau potable à partir d'humidité atmosphérique. Alors son usage il est très varié puisque le cœur de la conception de ce système, c'est d'amener de l'eau là où il n'y a ni réseau d'eau, ni ressources en eau, ni réseau électrique. Donc l'usage il est vraiment multiple et vraiment adaptable. Il part depuis un usage, je dirais, individuel, jusqu'à des usages semi-industriels ou industriels, puisqu'on a des capacités donc, de 30 litres d'eau par jour jusqu'à 10 000 litres d'eau par jour. Il y a à l'intérieur un moteur, un compresseur. L'air est aspiré de chaque côté de la machine par ces ouvertures. L'air est condensé, l'eau est récupérée et tombe dans un premier filtre, un premier réservoir derrière, avec un premier filtre à charbon et une lampe UV pour faire les premiers traitements et stériliser. Cette eau est ensuite distribuée dans le réservoir principal qui est dans la partie supérieure de la machine, qui dans ce cas-là a un volume de 30 litres approximativement. L'eau est brassée et il y a une seconde lampe UV permettant toujours de stériliser l'eau. Et après, avant d'être distribuée, l'eau passe par une série de filtres qui se trouvent en bas, où là il y a des premiers filtres qui permettent d'éliminer des particules, des séries de filtres qui vont éliminer les polluants, les goûts, les odeurs à l'intérieur, et par la suite l'eau est distribuée directement via cette buse. Alors un kit d'urgence, c'est des systèmes pour amener de l'eau après des catastrophes naturelles, des urgences humanitaires. Bon, ça peut être cyclone, ça peut être des crues, ça peut être une conduite d'eau qui casse, donc il n'y a plus d'eau, ou toute autre source où on a une rupture d'alimentation en eau. Donc ce sont des systèmes tout en un qui sont mis dans un container. Et là on est dans le cas où il faut agir vite et amener de l'eau rapidement. Donc dans ce cas-là, on n'a pas le temps d'installer un panneau solaire ou autre source électrique. Donc là, dans ce cas spécifique, il y a un groupe électrogène sur une extrémité du conteneur. Au milieu, on a la machine de production d'eau, qui là, en général, les kits d'urgence sont faits avec des machines qui produisent 2000 litres d'eau par jour. Et de l'autre partie, il y a directement une mise en bouteille de l'eau pour distribuer aux gens, différentes personnes qui n'ont pas d'eau. Il y a des endroits en Nouvelle-Calédonie où là, il y a une vraie problématique en eau, et on va rentrer dans la période de sécheresse, on va s'en apercevoir de plus en plus. Après, il y a d'autres problématiques en termes de qualité. Et c'est aussi un bon laboratoire parce qu'on est quand même, une île avec beaucoup d'infrastructures, avec de la compétence de l'infrastructure et un peu un hub en termes également de rayonnement dans le Pacifique. Donc on a vraiment bonne potentialité au départ de la Nouvelle-Calédonie pour après rayonner sur les autres îles du Pacifique. Ici, nous sommes à la distillerie du Soleil, donc la première distillerie de Nouvelle-Calédonie qui va produire un rhum très haut de gamme. J'adore les bonnes choses et je trouvais complètement dommage qu'en Calédonie, aucune société ne fasse un rhum qui donne une image positive du pays, alors que dans toutes les îles du Pacifique, on trouve au moins une distillerie. Donc cette passion que j'ai depuis tout petit, je me suis dit pourquoi ne pas la mettre au goût du jour et créer une vraie distillerie. Nous nous sommes fixés un process très haut de gamme, aussi bien au niveau de la fermentation, tel qu'on voit les cuves ici, qu'au niveau de l'alambic, qui est au niveau mondial la Rolls-Royce en termes de qualité d'alambic. Donc le rhum qui va en sortir sera un rhum très haut de gamme, fait à partir de canne à sucre plantée localement ici en Calédonie. Nous avons identifié des cannes à sucre locales qui sont adaptées à la Calédonie depuis de très nombreuses années et nous avons sélectionné celle qui semblait la plus prometteuse pour fabriquer le meilleur rhum. Mais il y a une parcelle en haut qui est déjà prête à maturité pour couper. Ouais. C'est quel type de canne? Alors les noms c'est compliqué, justement, ça c'est là il faut qu'on trouve le spécialiste pour les identifier. Moi je pense que celle-là c'est la 570, c'est celle qui est la plus répartie dans le monde, c'est ce qu'il y a à La Réunion, parce que les cannes sont tous répertoriés avec des numéros. Donc je pense que celle-là c'est la 570, plus rien du tout tu vois, donc ceux-là ils sont super bien, donc ça c'est nickel comme canne, ça c'est impeccable, ça pousse bien ceux-là. Dans un premier temps c'est de faire du rhum. Je pense que c'est ça. Et faire du très bon rhum, Philippe, c'est ça, hein? Pas... À base de canne plantée avec amour.
Le jus de canne à sucre, enfin la canne à sucre est pressée, on en récupère le jus. Ce jus est ensuite mis dans des cuves de fermentation avec des levures. Ces levures vont coloniser le mélange et ensuite vont transformer le sucre qui se trouve dans le jus en alcool. Alors là, dans les cuves, on est en pleine phase de fermentation, c'est-à-dire c'est une période où les levures se multiplient au sein du mou jusqu'à le saturer complètement. Ensuite, lorsqu'elles sont complètement colonisées, ce mou, elles commencent à stresser et elles commencent à transformer le sucre en alcool sous l'effet du stress. Et là, on est en pleine période où elles transforment cet alcool, ce sucre en alcool. Là, on est actuellement à un taux de 7,6%. Donc on se retrouve avec un mou, un vin, qui va faire 10 degrés à peu près. Ce mou est transféré dans l'alambic, il est chauffé. L'alcool s'évaporant avant l'eau, il est récupéré et on se retrouve à la sortie avec un alcool, un rhum à 75 à peu près degrés. Alors la production par jour est prévue de l'ordre de 200 litres d'alcool pur, ce qui représente à peu près 600 bouteilles par jour, soit 12 000 bouteilles par mois. En termes d'innovation, déjà le fait de créer une distillerie, c'est une innovation puisqu'il n'y en a pas et la province a dû voter des lois spécifiques pour nous, pour notre activité. Le fait d'utiliser un process haut de gamme comme celui-ci, on en trouve très peu dans le monde. Par exemple, la fermentation ici est à température contrôlée, donc c'est tout géré par électronique pour qu'il n'y ait aucune variation de température pendant le temps de fermentation, ce qui donne un produit très haut de gamme à la sortie, chose qu'on ne trouve dans quasiment aucune distillerie au monde. Ensuite, nous allons essayer de travailler d'une façon verte, propre, donc notamment tout le toit va être tapissé de panneaux solaires de façon à ne pas utiliser d'énergie fossile. Et tous les déchets que l'on a, c'est-à-dire les résidus de pressage de la canne, vont être réutilisés aussi bien comme engrais dans les champs, comme paillage ou encore comme nourriture pour les animaux. On peut pailler, donc je récupère ça. Une fois c'est pressé, on va récupérer ça pour pailler. Ça garde bien l'humidité, ça en plus. Ça se gorge d'eau, ça à force, et donc c'est nickel. Ouais. Je n'ai encore rencontré personne qui soit négatif sur ce projet-là. Donc oui, nous sommes très optimistes. Nous avons déjà des réservations de commandes sur la métropole, des touches au Japon, dans d'autres pays. Donc effectivement, nous sommes très optimistes pour l'exportation. Et surtout, nous avons vu l'engouement des Calédoniens qui se sont un peu approprié l'image de la distillerie et qui sont très fiers d'avoir un rhum identitaire propre à la Calédonie. De mon point de vue, parler d'innovation, c'est déjà un peu parler d'une certaine rupture sur une façon de penser, sur une façon de concevoir un modèle. Alors, innovation, pour moi, c'est un modèle, que ce soit en termes économiques, que ce soit en termes sociaux, que ce soit en termes environnementaux, que ce soit en termes technologiques, ou encore aussi en termes politiques. Puisque même sur le plan politique, on voit que le type de gouvernance évolue aussi d'une structure, on va dire, hiérarchique, pyramidale, à quelque chose de plus participatif. Donc, pour moi, l'innovation en Nouvelle-Calédonie, ça me paraît coller quelque part à un esprit qui est très attaché à la Nouvelle-Calédonie, c'est l'esprit pionnier. On aime explorer, on aime innover. Donc, c'est quelque chose qui est fort. Donc, je pense que c'est un atout majeur de pouvoir disposer de cette, on va dire, de cette façon de voir la crise que l'on connaît actuellement et tout le monde s'entend à dire que c'est une crise qui risque de durer, nous oblige à nous poser des questions sur le modèle économique, sur le modèle industriel que nous avons en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est très souvent de ces périodes de crise que renaissent de nouvelles formes de développement, de nouvelles initiatives. Et j'espère en tout cas que cette crise, ce passage difficile que les Calédoniens traversent, que nos responsables politiques, économiques, industriels, etc., en profitent pour dire on a par le moment juste exploré des pistes. Il serait peut-être temps d'aller jusqu'au bout des démarches et on a tellement de potentiel en termes de ressources qui nous permettrait d'être imaginatifs, de pouvoir innover non seulement en développement de nouveaux secteurs, mais en innovant aussi sur la manière de faire. C'était le dernier numéro de Nova. Merci de nous avoir suivis et vive l'innovation.